Donc là, je vais faire une petite interview de toi, Célia, parce que t'as interviewé les autres, mais maintenant c'est à ton tour de passer sur les grilles. Et puis ensuite, on écoutera le dernier enregistrement de ton podcast. Ouais, le dernier l'épisode qui devait sortir lundi, mais que j'offre en inédit, en surprise aux téléspectateurs et téléspectatrices des 21 heures de la non-violence en avant-première. Ouais. Donc on vous mettra le lien dans le chat et on va aussi le diffuser, comme ça vous pourrez par exemple faire un don en étant bercé par la douce voix de Célia et de l'invité surprise dont on n'a pas encore révélé le nom. Je crois que je l'ai dit à un moment, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. Mais d'abord, j'ai quelques petites questions pour toi, Célia. Okay. Alors déjà, Célia, oui. Qui es-tu? Donc, je m'appelle Célia Grincourt. Je suis la créatrice du podcast La Force de la Non-Violence. Ouais. Mon métier, à la base, c'est comédienne. J'ai fait beaucoup de projets artistiques, on va dire, très en lien avec des problématiques sociales ou même environnementales un petit peu, ou même on a fait un spectacle sur la finance, contre la finance. D'accord. Voilà, un crime et châtiment très engagé. J'ai été directrice de compagnie théâtrale pendant longtemps. Et puis, j'ai toujours milité. J'étais un peu chez Greenpeace, j'étais chez Colibri. Ok. Et puis, quand mon fils est né, c'était il y a 8 ans. Il vient d'avoir 8 ans. Ok. Joyeux anniversaire. Ouais. Tu lui ramèneras un bout de gâteau. Oui, mais tu sais, on s'est bien goinfré. Hein. On vous en a laissé un peu, mais... quand il est né, je me suis formée en fait à l'éducation non violente. Okay. Et ça a été vraiment un grand switch dans ma vie, une grosse prise de conscience à quel point la façon dont on se traite et comment on éduque nos enfants avait une influence sociétale. Enfin, pour moi, l'éducation est vraiment politique. Et l'enfance est politique. Ouais. Et voilà. Et après ça, j'ai eu envie aussi de moins partir en tournée, etc. Et j'ai commencé à faire plus de radio. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire le podcast. Ok. Et donc, pour ce podcast, j'allais dire pourquoi ce podcast, mais en fait, c'était... J'ai presque failli y répondre. Non, je peux développer un peu parce que c'est vrai que je l'ai fait parce que j'ai compris en écoutant Jean-Marie Muller dans une émission de Thinkerview, que je ne connaissais pas d'ailleurs, Jean-Marie Muller, je l'ai découvert là. J'ai compris à quel point c'était une philosophie. Ouais. J'ai commencé à lire et je me suis dit, mais c'est une approche globale, passionnante, qui en fait est méconnue. C'est-à-dire que j'avais entendu parler de non-violence à Greenpeace, je me formais à l'éducation non-violente, mais j'avais jamais râlé tous les wagons, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais donc c'est un sujet de podcast inépuisable. Incroyable. Et voilà, et c'est comme ça que c'est venu. Trop bien. Et écoute, en plus, c'est exactement ce qu'on essaie de montrer avec ces 21 heures. Toute la diversité et en même temps le lien. Ouais. Voilà, donc on est sur le même chemin. Ouais. Ok, alors combien t'as fait d'épisodes aujourd'hui ? Eh bien, celui qui va sortir ce soir, c'est le 29e. 29e. Et donc, pour le Nouvel An, ce sera le 30e. 30e pour le Nouvel An. Ouais. Et du coup, à raison de 40 minutes à peu près par podcast. Oui, je dirais 40-42 minutes en moyenne. Ouais, 42 minutes en moyenne. Ouais, parce que je suis souvent au-dessus des 40 quand même. J'ai pas la puissance mentale pour faire 30 x 42, mais ça commence à faire pas mal d'heures d'écoute. Ouais. C'est bien sympa. Alors, c'est quoi? J'ai aussi fait des articles et quelques petites capsules, c'est vrai. etc. Ouais, mais bon, principalement... Ouais, t'avais répondu notamment au livre Pourquoi la violence. Ouais. Parce que vraiment, c'est au début de mon podcast, j'avais que ça comme commentaire. Oui, est-ce que vous avez lu Pourquoi la non-violence protège l'État? Donc je me suis dit, je vais le lire. Et je vais y répondre. D'abord, je l'ai lu pour voir, et puis après, je me suis dit non, je vais y répondre. Et en plus, j'en avais parlé avec François Marchand, donc qui était là tout à l'heure, et il m'avait conseillé un excellent livre qui m'a beaucoup aidé pour écrire mon article, qui s'appelle Une critique anarchiste de la justification de la violence, et qui montre à quel point le choix de la non-violence est intrinsèque en fait à un choix d'une fin violente, d'une fin non violente. Comment je dis n'importe quoi. Combien le choix du moyen non violent est en soi révolutionnaire si on veut changer le monde. La fin et les moyens, quoi. Voilà, puisque le monde est violent. Donc si on est cohérent, il n'y a aucune autre, en tant qu'anarchiste, en tout cas non violent, il n'y a aucun autre moyen de lutte possible. Ok, écoute, on remettra le nom du... Ouais, il est un peu long, Une critique anarchiste de la justification de la violence. Ok, voilà, j'espère que vous l'avez bien noté. Alors, c'est quoi ton meilleur souvenir d'enregistrement de ce podcast ? Alors, mon meilleur... Ton meilleur ou l'un des meilleurs ? Ouais.
oui. Alors, je dirais que mes meilleurs souvenirs, ça doit être quand je vis en immersion avec la personne. Ouais. C'est-à-dire que quand je suis allée avec toute ma famille, on est allé vivre une semaine dans une communauté de l'Arche. Quand je suis allée interviewer Margaret Hiller, donc c'est dans le Larzac, vraiment dans les contreforts du Larzac. On a vraiment passé une semaine en immersion là-bas, donc c'était très fort. Et on avait créé des liens. Et là aussi, dernièrement, j'ai passé 5 jours en Suisse chez Barbara Robra, et qui élève des ânes, et qui vraiment, on a vécu aussi à son rythme. Donc ça, c'est des expériences fortes. Après, au niveau vraiment de l'enregistrement, je crois que mon plus beau souvenir, ça doit être celui de Anton Dums. Ouais, d'Extinction Rébellion. Oui, militant chez Extinction Rébellion, mais aussi agriculteur qui cherche à non seulement ne pas faire de mal à la planète, mais essayer de régénérer le vivant. Et je ne connaissais pas, enfin c'était juste parler comme ça pour préparer l'interview, mais vraiment comme pas mal de gens, je ne connaissais pas. Mais à partir du moment où il y a eu enregistrement, ça a été, il m'a touchée du début à la fin. Ouais. Et je sais que l'ingénieur son qui est souvent là, il n'est pas toujours là à tous les enregistrements, il était là. Il a ressenti la même chose, quoi. Ça a été d'une profondeur, cet échange. Et il m'a épatée par sa quête de cohérence. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, d'une telle cohérence qui ne fera jamais de compromis avec sa conscience. Ouais, il était super beau cet épisode. Une liberté totale, voilà. Il était très investi sur la question démocratique aussi, je crois, à XR. Oui, et puis c'est quelqu'un qui cherche vraiment à vivre par le don, et dans une société de don qui refuse totalement ce système jusqu'au bout, quoi, et qui le met en pratique. Donc il est fascinant, l'épisode est fort. Ouais, il transmettait quelque chose. Voilà, donc ça, c'était vraiment fort. Après, j'ai eu plein de moments où j'ai été touchée, plein de moments où j'ai... Oui, j'imagine, il y en a eu plein. Mais là, je donne... Mais c'est beau, déjà. Bon, et alors, à l'inverse, c'était quoi tes plus grosses galères? Alors, les plus grosses galères... Ma plus grosse galère, c'était l'enregistrement de l'épisode de Priscilla Ludowski, donc militante des Gilets jaunes. Parce que, alors déjà, on était dans une salle où il y avait énormément de bruit et tout. Bon, c'était pas facile. Ouais. Mais en plus, quand j'ai découvert les pistes sonores, en fait, j'ai pris d'abord la mienne. Enfin, je savais pas, j'ai pris une des deux. C'était la mienne qui est sortie. Et j'écoute, et c'était, mais vraiment, c'était inaudible. Ça faisait... Je disais, mais c'est pas possible. Et donc, je mets la sienne. Heureusement, ouf, la sienne, ça fonctionnait. Mais j'ai dû réenregistrer toutes mes questions de A à Z. Et il fallait que ça colle, que ce soit vivant, etc. Ça m'a pris un travail fou, ouais. Incroyable. Mais si ça avait été l'inverse, on aurait dû la refaire. Tout refaire, voilà. D'accord. Ouais, mais c'est quand même une grosse galère. Ouais, c'était une galère, ouais. C'est quoi le moment le plus non-violent qu'on t'a raconté pendant le podcast? Le moment où tu t'es dit, ah ouais, ça, c'est de la non-violence. Ouais, alors ça, cette question... Pas facile, hein. Ouais, elle est pas facile. Je pense quand même c'est Ogari Tsunan qui sera là demain. Quand elle en enregistrement. Oui, en enregistrement. Quand elle te raconte qu'elle était sur les lignes de démarcation, parce qu'elle a été militante, enfin pour resituer, donc c'est une activiste militante des droits de l'homme libanaise qui a agi, enfin qui a mené plein d'actions non violentes pendant la guerre civile qui a duré quand même 15 ans au Liban. Et elle raconte qu'elle est sur les lignes de démarcation, donc elle dit des poèmes, elle fait des chansons, elle met des fleurs dans les fusils des militaires, ou des policiers, je sais pas. Et que elle s'est fait mettre en joue plusieurs fois. Donc plusieurs fois, elle a failli y passer. Bon, pour moi, ça c'est braver la mort jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et finalement, il n'y en a pas. Enfin oui, c'est pas tous les jours qu'on me raconte ça, quoi. C'est clair. C'est peut-être le plus non violent, ouais. C'est vrai que cette image, elle m'a raconté de mettre des fleurs dans les fusils, c'est. Et ce qu'elle raconte, faut oser, quoi. Ouais, et pourtant au début tout le monde se moquait, et maintenant c'est symboliquement. C'est une image qui est reprise. C'est une image, ouais. La fleur au fusil. Ouais. Je sais pas si ça vient de là, mais peut-être. Je ne sais pas, je crois que c'était avant. Qui sait. Alors, c'était quoi ton plus gros fou rire? Mon plus gros fou rire. Alors déjà, j'ai une grosse tendance à rire. C'est bien. Donc ça, c'est super compliqué à couper. Et des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai ri? Donc, je suis très bon public, je rigole beaucoup. Puis il y a des gens, je sais pas, je pense à Catherine Dumontet-Crémer ou Antonella Verdiani, on a beaucoup ri. Mais après, le plus gros fou rire, je crois que c'était un moment de vraiment... je vivais à la fois avec mon invité dans le studio et j'avais en même temps dans le casque l'ingé son qui me disait
faut pas qu'elle rie comme ça. Et on était mortes de rire avec l'invité. C'était Willen Pilat, donc une militante végane qui a un rire, mais tonitruant. Et c'est vrai que c'était impossible. Elle saturait. Moi-même, ça, je faisais comme ça avec le casque. Et j'entendais l'ingé son qui, lui, rigolait pas du tout. C'est impossible, faut que tu lui dises et tout. Et moi, j'arrivais pas à dire. Je pouvais pas. Je me suis dit, je vais la censurer. En plus, je trouvais ça. Enfin, on rigolait beaucoup. Ouais. Et c'était compliqué. J'ai dû. Pour lui expliquer que vraiment, il faut qu'elle s'éloigne du micro parce qu'en fait, elle parlait en même temps souvent et donc c'était inutilisable. Ouais. Voilà. Donc, mais j'ai eu un gros fou rire parce que vraiment, il était tellement énervé et moi, j'étais tellement dans une autre atmosphère que voilà. Je dirais que c'est plus gros. Elle a un rire communicatif. Très communicatif. Ouais. Puis moi, je suis hyper bon public. Donc, y a des fois, même les invités où ils font juste une mimique qui est drôle. Donc moi, je ris. Ouais. Et puis au montage, on voit pas la mimique. Donc je me dis, que tu rigoles on dirait même parfois que je suis irrespectueuse. Donc je suis la mince. Ça peut être problématique. Problème du podcast. Oui. Alors qu'est-ce que tu as appris avec ce podcast que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt? Alors. Tu peux pas répondre tout. Sur la non-violence, honnêtement, je pense que je suis pas spécialiste maintenant, mais je pense que vraiment maintenant j'en connais un rayon. Ouais. Et c'est clair que j'en connaissais pas autant au début. Après, sur la fabrique du podcast, là vraiment au sens technique, etc. du terme, j'aurais bien aimé qu'on me prévienne un peu plus. Je pense qu'on me l'a dit, mais j'ai pas trop écouté. Mais qu'on me dise à quel point c'est solitaire. Parce que je suis quelqu'un qui est très dans la relation. Ouais. Je suis comédienne, je donne des ateliers de théâtre, il y a du public quand je joue. Je suis dans la présence, le contact, j'ai des retours tout de suite sur mon travail. Et en fait, quand tu publies un podcast, notamment les premiers où il n'y avait pas beaucoup de gens qui écoutaient, au début, j'avais 0 réaction, puis 1 le lendemain, puis 3 2 jours après. Et je disais, mais en fait, ça marche pas du tout, c'est quoi? Et puis, en fait, j'ai persévéré, je me suis habituée. Et puis, en fait, je me suis habituée au fait que c'est comme ça, c'est dispatché. Et maintenant, en fait, j'ai très souvent des gens qui m'écrivent, même parfois qui me parlent d'anciens podcasts, et c'est très régulier, donc ça va mieux. Mais voilà, je suis quand même toute seule à faire mon montage, face à mon ordi. Voilà. Okay. Après, je fais des très belles rencontres humaines dans mes invités. Lors de l'enregistrement. Voilà, ça, c'est des fois, comme tu t'immerges une semaine, c'est du podcast d'investigation. Oui, certaines sont devenues des amies, quoi. Ouais. C'est vraiment fort. Mais il y a des moments solitaires. Ouais, il y a des moments pour moi parfois un peu durs. Je comprends. Voilà. Et qui tu rêverais d'interviewer pour un prochain épisode? Alors, il y en a 2 avec qui je suis en contact que j'aimerais bien interviewer. C'est Edgar Morin. Ouais. Et bon, pour l'instant, il me répond toujours qu'il est trop faible, qu'il ne se sent pas, qu'il est physiquement, etc. Un autre qui, lui, il n'est pas trop faible ni quoi que ce soit, mais on n'arrive pas à se capter dans sa campagne avéronnaise, c'est José Bové. D'accord. Donc lui, j'aimerais vraiment tous les deux, c'est de l'ordre du possible, mais ça, voilà, Edgar Morin, ça, je ne suis pas sûre, parce que vraiment, à chaque fois, il me dit oui, ça m'intéresse, mais je ne me sens pas. D'accord. Et une où je pense que c'est impossible, mais c'est vraiment mon rêve, c'est Vandana Shiva, qui est la militante écoféministe indienne, vraiment que j'admire profondément. Mais je ne parle pas très bien anglais et puis je n'ai aucun contact. Je ne sais pas comment la contacter. Elle passe en Europe des fois. Ouais, il faudrait que j'ai une traductrice. Je ne sais pas si ça serait faisable, mais je pense que ce serait énorme d'avoir Vandana Shiva. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est encore plus de boulot parce qu'après, il faut traduire. Non, mais voilà, je ne sais pas du tout comment le faire. En français et tout, je sais qu'il y a des podcasteurs ou podcasteuses comme La Poudre, je ne sais pas si tu connais, qui est très connu, mais bon, il y a toute une production derrière, il y a tout un. Moi, je suis complètement indépendante. Ouais, toi, t'es solo, t'as pas ton équipe et tout. Elle a machin, ouais. Mais si ça peut se faire un jour, on ne sait jamais. Si quelqu'un a son contact. Voilà, si jamais, répondez à l'appel de Célia. On veut un contact de traducteur à traductrice et de Vandana Shiva. Voilà, on compte sur vous. Ouais, puis dernière question. Tu regarderas les 21h demain? Évidemment. Évidemment. En plus, il y a 3 personnes au moins, je crois. Il y en a 3 que j'ai déjà interviewées. Il y a Isabelle Filiosa. Ouais. Ogarit Nyonan et Pascal Dumeguet du Cameroun. Et en plus, il y en a plein que j'aimerais interviewer aussi dedans. Tu fais tes coudes pour voir qui. Ouais, mais comme je disais, mais j'ai une liste. En fait, franchement, je pourrais faire ça toute ma vie parce que c'est énorme. C'est tellement divers. Il y a tellement des démarches différentes. Et puis moi, j'essaye vraiment de diversifier aussi, que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc oui, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais interviewer. Oui. Et d'ailleurs, on va écouter du coup ton dernier podcast maintenant. Voilà, l'invité, c'est Jacques Semelin. Ouais.
qui est chercheur, directeur de recherche au CNRS et prof à Sciences Po. Donc, c'est la première fois que j'ai un chercheur. Et non pas que, voilà, mais j'aime bien diversifier. Donc, c'est très intéressant d'avoir un chercheur qui a travaillé sur les questions de la non-violence, de la résistance civile pendant la guerre contre les dictatures, qui a travaillé sur la question du génocide, sur la question de la résistance et de l'aide aux Juifs pendant la guerre. Ouais. Et qui a écrit un livre qui n'est pas forcément très connu, mais que vraiment je conseille à tous les militants et militantes non-violents. Sur certains aspects, c'est un peu vieilli, mais sur certains, c'est vraiment toujours révolutionnaire. Ça s'appelle « Pour sortir de la violence ». Parce que ça, justement, je trouve que ça marie très bien les aspects à la fois de lutte, de stratégie de lutte. Enfin, il n'en parle pas tant que ça, mais de ce que c'est la lutte non-violente. Et en même temps, de la violence interpersonnelle et psychologique, etc. Ça englobe toutes les sciences humaines. D'accord. Donc... Ouais, c'est un bel invité, hein. Il a un beau CV. C'était un bel invité, c'était une belle rencontre et c'était vraiment enrichissant à lire et enrichissant à découvrir. Et je crois que l'épisode est chouette à écouter. Eh ben, écoute, voilà. on va se lancer dedans tout de suite. Bon, belle écoute. Merci Célia. Merci Mathieu, bonne soirée.